À la une, la 8e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation s'est tenue à Abidjan. Une rencontre initiée par la JTC en vue de promouvoir le marché de la traduction et de l'interprétation. On saura plus sur la Journée de la mer célébrée tous les 28 septembre. À cette occasion, le WIMA Côte d'Ivoire a mis en avant le rôle de la femme dans la gestion des déchets plastiques. Le CIMEF international a renforcé les capacités d'une quinzaine d'agents et de cadres de la coopération en demandant GIZ intervenant dans l'alimentation en eau potable. Et le Sahara 2023 se poursuit. Nos reporters vous feront visiter quelques stands dans cette édition. Et bienvenue à tous, vous suivez le journal. Merci de votre aimable attention. Nous démarrons avec la 8e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation qui s'est tenue à Abidjan. Elle avait pour thème interprétation et traduction au cœur des événements et du tourisme d'investissement. Cette rencontre initiée par l'agence conférence de traduction, la JTC, se situe dans un cadre de confraternité et de développement des métiers de la traduction et de l'interprétation sur le marché ivoirien. Le commentaire de Lizzy Yao. L'objectif de la 8e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation est de susciter le dialogue entre les prestataires de langue, les MAIS et les entités gestionnaires des investissements. C'est aussi comprendre les exigences de ces secteurs, jeter les ponts d'une collaboration en cette ère de forte demande, de rassemblement et d'échange. Initiée par l'agence Conférence et Traduction et démarrée en 2016, la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire, JTCI, se veut une plateforme de promotion et de développement des entreprises dans l'ensemble économique et touristique. J'ai décidé de pouvoir promouvoir le secteur dans lequel je suis en initiant la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 8e édition. J'ai regardé autour de moi, je voulais voir comment est-ce qu'ailleurs on est capable de pouvoir célébrer un secteur et surtout le faire connaître. Donc je me suis dit, en faisant comme les autres, un peu comme eux, on aurait pu trouver un espace pour qu'on puisse promouvoir les nôtres, c'est-à-dire les experts de ce métier. Et puis après est advenue la question du marché. Comment les gens nous prennent, comment ils nous comprennent, comment ils nous achètent et la méconnaissance de ces secteurs et la sous-valorisation de la question de la langue dans les écoles avec le conflit scientifique et littéraire, avec une ignorance totale que la langue est un métier qui peut nourrir son homme, on a décidé d'aller à la rencontre du public ivoirien. D'une part, pour leur faire connaître et d'autre part, pour pouvoir se rendre compte que ces métiers-là, on peut en vivre et on peut développer le pays avec. L'activité a été marquée par un exposé sur le développement organisationnel des prestataires de langue. Il y avait au programme un panel sur le thème « Interprétation et traduction, facteurs de réussite des MAIS et croissance du tourisme, partage d'expériences, de collaboration et acteurs, défis et propositions de solutions, améliorations attendues pour le développement de la collaboration ». La 8e édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation de Côte d'Ivoire a réuni les acteurs du tourisme, de l'événementiel, de l'investissement, de l'interprétation, de la traduction et de divers autres secteurs. Dans le cadre de la Journée de la mer célébrée tous les 28 septembre, le WIMA Côte d'Ivoire a organisé des conférences dont l'une sur la pollution maritime, gestion des déchets plastiques, rôle de la femme. Des travaux qui se sont tenus au siège de l'International Workers Federation, nous disent Walter Kofi et Ezekiel Seri. C'est une invitation au renforcement des actions de protection du milieu marin à laquelle WIMA Côte d'Ivoire a tenu à convier les acteurs du monde maritime. C'était lors de la commémoration de la Journée mondiale de la mer, célébrée tous les 28 septembre. Une occasion pour les gouvernants, entreprises et organisations d'échanger sur les enjeux et problématiques liés à l'économie bleue. Au centre des échanges, le rôle de la femme dans la pollution maritime et la gestion des déchets plastiques. Une thématique portée par l'Association des femmes professionnelles du secteur maritime et portuaire, WIMA Côte d'Ivoire. S'il y a pollution marine, il faut s'en dire que nos ressources marines sont impactées. Si les ressources marines sont impactées, les ménages sont impactés. Et les premiers responsables des ménages sont les dames.
ce sont les femmes. Les femmes qui ont la gestion des foyers, les femmes qui ont la gestion des enfants et tout. Alors, s'il n'y a pas de quoi nourrir la famille, c'est un problème. Tout à l'heure, la dame a dit que s'il y avait des versements au niveau de la mer, sur combien de temps leurs produits, c'est-à-dire les ressources halieutiques, vont se régénérer pour qu'elles puissent travailler. De sorte qu'il est important pour la femme de veiller à ce que nos ressources marines soient, dépolluées pour que nous ayons de quoi nous nourrir pour préserver nous-mêmes notre santé. La rencontre a bénéficié du soutien du ministre des Transports, représenté par l'inspecteur général des Transports, pour qui ces échanges sont un rappel à la préservation des eaux et des océans. Vous savez, en matière d'environnement, on ne fait jamais assez. Les questions de salubrité, surtout de notre océan, qui est le poumon même de la vie sur Terre. Et quand on pollue l'océan, c'est la vie sur Terre qui prend un coup. Et une mer propre est toujours une bonne chose pour une terre propre. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'une autre forme de pollution qui est la pollution tellurique, c'est-à-dire la pollution qui vient de la terre vers la mer. Mais peut-être que dans les prochaines années, l'OMI va axer ses actions sur ce phénomène-là. WIMA Côte d'Ivoire est une organisation de femmes du secteur maritime qui a pour objectif de contribuer à l'égalité du genre et au développement de l'économie bleue. Il faut souligner qu'une opération plage propre s'est tenue ce 30 septembre dans la cité balnéaire de Jacquesville, un moyen pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur la gestion des eaux et des océans. Et parlons affaires maritimes. Après plusieurs mois de relations tendues pour des questions de salaire, de primes, le syndicat des marins ivoiriens et les armateurs français et espagnols ont finalement conclu le jeudi dernier un accord provisoire sur les minima sociaux, signé entre les deux parties sous le regard du représentant du ministre des Transports. Ce protocole d'accord provisoire de 6 mois permet de définir les engagements des parties opposées durant la période de négociation afin de faciliter la conclusion d'un accord définitif. Konena Norgo et Richard Akeke. Les syndicats des marins ivoiriens à la grande pêche, assis sur la même table avec les armateurs tonniers seineurs français et espagnols. Il y a quelques mois, ce serait une situation explosive, mais grâce à la Direction générale des affaires maritimes, les deux parties sont assis côte à côte, mais mieux, elles ont même scellé un accord ce jeudi 28 septembre 2023. À la base de la différend, plusieurs revendications syndicales, dont la principale est l'application par les armateurs des salaires de base minimum de l'OIT pour un marin, qui est de 658 $ américains, soit un peu plus de 400 000 francs CFA. À travers donc ce protocole d'accord provisoire, les deux parties conviennent de s'asseoir sur la table de la négociation afin de faciliter la conclusion d'un accord définitif. Un coup de diplomatie à mettre au compte du ministère des Transports à travers la Direction générale des affaires maritimes. Le présent protocole d'accord provisoire a pour objet de définir les engagements des parties durant la période des négociations d'un accord sur les minima sociaux pour les marins embauchés en Côte d'Ivoire, afin d'en faciliter la conclusion. C'est un acte fort qui est à saluer car il entre dans la dynamique du dialogue social promu par le gouvernement ivoirien qui devrait ici permettre à nos marins pêcheurs et leurs employeurs de collaborer dans un climat de travail apaisé. Durant les 6 mois de cet accord provisoire, les 10 armateurs français et espagnols feront plusieurs concessions, dont la prise en charge de la formation des marins embarqués. Quant aux 5 syndicats des marins, ils renoncent à la grève. Il fallait pour apaiser justement le secteur et ne pas être ceux qui sont responsables d'une situation conflictuelle, nous avons décidé, en tout cas moi en tant que conseil et bien évidemment avec les syndicalistes, nous avons décidé de convaincre les marins d'accepter un salaire qui est pour l'instant provisoire, mais qui est beaucoup plus important que ce qu'ils gagnaient avant, et qui va permettre, dans le cadre de cette discussion, d'aller à l'application effective de ce salaire OIT. Ce protocole d'accord est le fruit de 8 mois de négociations placés sous la supervision de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires.
Cet accord sera renouvelé après 6 mois, sauf désistement de l'une des parties. Récemment, le Conseil des écoles catholiques du centre-est du Canada et le Conseil national des écoles catholiques de Côte d'Ivoire ont signé un partenariat éducatif. L'objectif de ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre d'un partage de connaissances et d'expertise, est d'offrir des opportunités d'études en présentiel et en ligne aux élèves de Côte d'Ivoire. La cérémonie de signature s'est tenue à Cocody, dans les locaux de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, nous dit Zeynab Dosso. Après un an d'échange, c'est désormais chose faite. Un partenariat gagnant-gagnant a été concrétisé entre les écoles catholiques du centre-est du Canada et le Conseil national des écoles catholiques de Côte d'Ivoire. Ces deux partenaires ont décidé d'allier le système francophone au système canadien pour le bien des élèves en vue de leur offrir des opportunités d'études beaucoup plus rentables et leur donner toutes les chances de réussite afin qu'ils puissent s'intégrer dans le monde du travail en toute quiétude. En plus de ces opportunités, ce partenariat fait bénéficier les élèves catholiques ivoiriens d'une subvention de près de 30 000 $. Le représentant des évêques du Conseil national des écoles catholiques de Côte d'Ivoire s'est réjoui de ce partenariat qui est une occasion pour eux de partager leurs connaissances. Ce partenariat constitue pour nous un moment de très grande joie, d'espoir, de beaucoup d'espoir, parce que nous savons que de ce partenariat, nous pourrions bâtir des Ivoiriens nouveaux, des jeunes Ivoiriens de hauts cadres compétents pour le développement de notre pays, comme chez eux, avec les compétences acquises, ils ont pu développer leur pays. On attend que ceux qui vont partir, ceux qui pourront partir pour étudier, comme je l'ai dit, soient à la hauteur, qu'ils soient à la hauteur au niveau national. Madame Smith l'a dit, nous avons de très très bons résultats. Nous sommes une école respectée et respectable et nos résultats le confirment chaque année. Nous allons continuer à travailler et même avec ce partenariat, je dirais, nous travaillerons encore davantage et nous donnerons des résultats encore meilleurs. Donc, la possibilité à des élèves ivoiriens de se rendre au Canada pour vivre une expérience et comme je dis, accumuler des crédits ontariens pour ultimement avoir accès à des institutions postsecondaires également. Donc ça l'ouvre des portes, je crois, sur le monde, mais ça veut vraiment un partage d'égal à égal de pratiques pédagogiques, d'échanges visant vraiment l'épanouissement des élèves. Ce rapprochement entre ces deux écoles vient renforcer davantage les relations d'amitié et de collaboration entre le Canada et la Côte d'Ivoire depuis des années à travers le partage d'expertise et de connaissances. Je crois qu'il faut célébrer ce partenariat. Ce partenariat est un partenariat d'excellence. Nous avons des institutions d'excellence au Canada et on voit cette belle représentation de nos collègues du Canada. Et nous sommes ici sur les lieux du CNEC aussi, institution d'excellence catholique. Donc cette collaboration représente vraiment des opportunités pour la jeunesse. Notons que ce partenariat entre les écoles catholiques du centre-est du Canada et le Conseil national des écoles catholiques de Côte d'Ivoire va durer 3 ans. Une quinzaine d'agents et cadres de la coopération allemande GIZ intervenant dans l'alimentation en eau potable, abrégée AEP, ont renforcé leurs capacités chez CIMEF International, une structure spécialisée dans la formation. Venus de la République démocratique du Congo, ils retournent satisfaits dans leur pays avec pour sentiment de pouvoir contribuer à offrir un accès potable à leur population. Le constat avec Walter Kofi et Ezekiel Serré. Dotés de certificats de fin de formation, ils ressortent satisfaits de près de 10 jours de travaux sur les procédures spécifiques à l'alimentation en eau potable. Venus de la République démocratique du Congo, ces 14 agents et cadres de la GIZ du programme de renforcement et efficacité des services en eau retournent avec un sentiment de pouvoir apporter un plus à leur population en matière d'accès à l'eau potable. Satisfaction qu'ils associent à une formation qui s'est voulue aussi dynamique que pratique. Les enjeux sont tels que dans notre pays, le service public de l'eau a connu une décentralisation. Et donc, la maîtrise d'ouvrage est dévolue aux provinces et les régies provinciales constituent des régies des maîtres d'ouvrage délégués. Dans ce cadre, en tant que maîtres d'ouvrage délégués, ils ont l'obligation d'être en mesure d'élaborer des projets spécifiques aux AEP.
Oui, en fait, l'objectif a été atteint parce que on avait la méthodologie qui a été appliquée par CIMEF, c'était une méthodologie de l'andragogie. Il y avait une participation active et chaque jour, il y avait une évaluation de la matière de la veille. Et donc, ça permettait aux facilitateurs de savoir si les participants réfléchissaient à sa hauteur. Pour le personnel de l'entreprise CIMEF International, réussir à renforcer les capacités des participants dans leurs différents domaines d'activité est à chaque fois un moyen pour l'entreprise d'apporter sa contribution au développement des pays du continent africain. Nous avons plus de 25 thématiques développées par des experts de haut niveau, que ce soit en commande publique, en finances publiques, en passant de l'assistanat jusqu'aux ressources humaines. Donc nous touchons à plusieurs domaines d'activité. Et surtout, nous intervenons plus pour des personnes déjà en exercice et en renforcement de capacité. Aujourd'hui, qui parle de formation, parle de développement. Donc toute personne en exercice doit pouvoir se faire former. Et nous, aujourd'hui, notre force et notre cœur de métier, c'est la formation. Permettre à toute personne en exercice de pouvoir renforcer ses capacités intellectuelles. Le Centre international du management et d'experts financiers CIMEF est une structure spécialisée dans la formation professionnelle dans plus d'une vingtaine de domaines d'activité. Constituée d'une jeune équipe, l'entreprise met à la disposition des institutions publiques et privées des programmes d'amélioration de leur performance. Et l'actualité, c'est aussi le sport. Le comité national des supporters des éléphants veut une cohésion nationale autour de ses pachydermes footballeurs. Pour ce faire, il ne lésigne sur aucun moyen. Il a fait de Koulibaly Nonkarna, coordonnateur du programme social du gouvernement, ambassadeur pour fédérer les passions autour de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. C'était ce jeudi au siège du programme social du gouvernement à Cocody. Et le reportage est signé Philippe Zabou et Doumbia Ayuba. Pour remporter le trophée au soir de la CAN 2023, organisée en Côte d'Ivoire, il faille que les Ivoiriens s'unissent autour de leur équipe nationale de football pour être le 12e homme. C'est l'objectif recherché par le CNSE. C'est pourquoi il fait mains et pieds pour réunir les Ivoiriens, surtout ceux dont la voix porte, et les mettre en mission. Le dernier coopté et nommé ambassadeur est le coordonnateur général du programme social du gouvernement. Les raisons de ce choix. Dans le cadre de la CAN qui aura lieu chez nous, nous avons en charge la mission de porter la fête du football à tous les Ivoiriens, quel que soit leur lieu de résidence. L'événement doit se dérouler en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire ne se résume pas aux 5 villes qui vont accueillir les matchs. Nous avons Mans, nous avons d'autres villes qui n'ont pas le stade, mais il faudrait que nous leur apportons aussi l'événement. Il faut qu'ils sentent la ferveur de la CAN. Et le PSGO fait déjà cette action d'être très proche de la population. Donc nous avons trouvé bon qu'ensemble, nous joignons nos efforts, que nous travaillons en synergie pour que la population ivoirienne soit heureuse et vive l'événement de la CAN comme si elles étaient dans une ville où se déroulait la compétition. Quant au nouvel ambassadeur, c'est avec joie qu'il a accueilli sa mission. Comme tout Ivoirien digne de ce nom, c'est avec beaucoup de fierté. Il est évident qu'au-delà de nos professions respectives, de nos appartenances respectives à certains groupes, nous sommes tous unis aujourd'hui pour la même cause. Et durant les 3 à 4 mois qui viennent, tous les Ivoiriens doivent former un bloc serré, étanche, autour donc des pachydermes que sont les éléphants, pour que cette coupe que nous allons jouer en Côte d'Ivoire reste en Côte d'Ivoire. Pour rappel, la CAN aura lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Et rendons-nous à Boaké. C'est officiel, Jacques Assaoré Konan est le nouveau président du conseil régional de Gbeke. La cérémonie de passation des charges s'est effectuée entre le président sortant, le préfet de région Thuo Fosier et le nouveau élu. C'est donc une nouvelle équipe qui s'installe au conseil mettant fin à la gestion de la commission spéciale mise en place le 25 mars 2022. On voit tout cela avec Emmanuel Bonzo. Après validation de toutes les étapes électives, Jacques Assaoré Konan prend officiellement fonction à la tête du conseil régional de Gbeke. Désormais aux commandes, il succède ainsi au préfet de région Thuo Fosier qui a assuré la présidence du conseil depuis mars 2022 jusqu'à cette passation des charges.
Une cérémonie sous la supervision de l'inspecteur Nguessan Pascal, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, et qui a permis au président sortant et entrant de s'adresser des mots de félicitations. Je ne vais pas tout simplement vous remettre des documents, une passation, non. Je vais vous confier à Dieu et je souhaite qu'il vous donne la force nécessaire d'être à la hauteur. À la hauteur de ce que l'État de Côte d'Ivoire attend de vous. Par modestie, tout à l'heure, il n'a pas voulu dire le travail important qu'il a fait à la tête de cette délégation, de cette commission spéciale. Une structure comme le conseil régional, son fonctionnement en temps normal est difficile, a fortiori en temps de crise. Mais j'ai été témoin, et je suis témoin des actions qu'il a posées à la tête de cette commission. De son côté, l'inspecteur superviseur est revenu sur la tâche ardue opérée par l'équipe sortante sous la présidence du préfet de région Théophosier au sein de la commission spéciale. Nguessan Pascal a aussi souhaité bon vent au nouveau président du conseil dans cette mission au service de toute la région de Gbeke. C'est donc une nouvelle équipe qui s'installe à la tête de cette collectivité territoriale avec pour mission de poursuivre et renforcer les acquis de développement de la région de Gbeke. Le professeur Adam Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, était à Niablé, dans la région de l'Indénié-Duablin. À l'occasion de la cérémonie d'excellence des meilleurs élèves de l'année scolaire écoulée, il a profité pour faire un don important de kits scolaires aux enfants démunis, issus de familles à revenus modestes, afin de les aider à faire face aux difficultés de cette rentrée scolaire. Anissé Kouadio. Niablé. Ici se tient la journée d'excellence. Ce sont les 41 meilleurs élèves du CP1 à la terminale qui reçoivent leur distinction des mains du parrain du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, organisé par l'association des cadres Sankofa et la jeunesse de Niablé. Au nom de Sa Majesté et de nos parents, nous tenons à dire merci, infiniment merci à Monsieur le ministre d'avoir accepté de se déplacer, de venir ici à Niablé pour célébrer en un seul mot, le mérite et l'excellence, parce que lui-même, il est un cas d'école. Ces distinctions reçues par les meilleurs élèves de Niablé, des mains du ministre, les honorent et les obligent à garder le cap de l'excellence. Je suis heureuse de ce prix que le ministre vient de me donner, parce que ça va me prouver à moi-même de mieux travailler, d'avancer encore dans mes études. Cette cérémonie avait également un volet social. Ils sont plus d'une cinquantaine d'élèves démunis qui ont reçu un soutien de la part du parrain, des kits scolaires de faire face à cette nouvelle rentrée. En marge de cette cérémonie, l'association Sankofa, Retour aux sources, avec la jeunesse de Niablé, ont invité les amoureux du ballon rond à la grande finale du tournoi de football de la réconciliation et du vivre ensemble, doté du trophée Adama Diawara. Le FC Anguakro en blanc et noir, opposé au FC Djangobo en rouge. C'est le FC Anguakro qui a remporté Dame Coupe en disposant de Djangobo au tir au but, 5 tirs à 4, et soulève ainsi le trophée Adama Diawara. J'appelle tous ces jeunes-là à vivre véritablement dans la fraternité, dans la paix. Sans paix, aucun développement n'est possible. Donc il est évident que la paix doit être le leitmotiv de nous tous. Heureux de cette célébration de l'excellence, où on a un retournement de l'échelle des valeurs, partout où on magnifie l'excellence, moi j'applaudis des deux mains. Ce tournoi, organisé par l'association des cadres Sankofa de Niablé, a regroupé 14 villages. Et nous ouvrons à présent la page consacrée au Sahara 2023. Depuis le 29 septembre 2023, Abidjan est la capitale de l'agriculture et des ressources animales. Le parc des expositions abrite la 6e édition du Sahara avec des merveilles à découvrir. Et c'est en compagnie de Zénab Dosso que nous allons y faire un tour. Bienvenue Zénab. Merci Njassimio. On parle agriculture et l'un des enjeux majeurs de ce secteur actuellement en Afrique et en Côte d'Ivoire, c'est bien l'autosuffisance alimentaire, notamment en riz.
En effet, la production africaine ne couvre que 60% des besoins, obligeant un pays comme la Côte d'Ivoire à importer 500 000 tonnes de riz blanc chaque année. Aujourd'hui, l'espoir de plusieurs pays africains est mis dans le centre de recherche Africa Rice. Son directeur général, Mané Baboukar, était l'invité de Business 24. Je vous propose de suivre un extrait de son entretien avec Pierre Tebeu. Dites-nous quel est l'état des lieux de la consommation du riz en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Merci beaucoup. La consommation de riz en Afrique actuellement, on voit, c'est un des denrées là où la consommation est en train de vraiment s'accroître dans une manière galopante. Parce qu'à cause de la démographie, mais aussi en plus aussi à cause du changement d'alimentation, il y a beaucoup plus de consommation maintenant que la production. Malgré le fait que le continent, les différents pays sont en train d'améliorer et accroître la productivité, mais malheureusement la consommation dépasse la production. Là on est maintenant en Afrique, on peut parler d'Afrique, il y a une consommation de 42 millions de tonnes de riz blanc, et quand la production c'est actuellement à peu près 28 millions de tonnes. Donc ça nous laisse avec un écart de à peu près 40%. Et pour le Côte d'Ivoire en particulier, là aussi on voit que la production, le pays vraiment est en train de faire des grands pas. Il y a beaucoup de hausse de production, mais malheureusement la consommation, comme dans les autres pays aussi, la consommation est en train d'accroître très fort. Donc là, chaque année, on est en train d'importer à peu près 500 000 tonnes de riz blanc. Et là, vraiment, ça, c'est vraiment une grande perte d'opportunité. Parce que ça peut être vraiment une production locale. Donc c'est à cause de ça qu'Africa Rice est en train de travailler ensemble avec des structures comme le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et bien sûr avec les différents départements pour promouvoir la riziculture et aussi pour atteindre l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire, bien que les autres pays en Afrique subsaharienne. Comment vous faites donc pour aider les pays africains à atteindre justement la quantité de production nécessaire pour la consommation africaine? Oui, pour ça, là, actuellement, il y a différents volets. Parce qu'actuellement, la raison pour laquelle, pour le grand écart entre production et consommation, c'est parce que la productivité de beaucoup de nos systèmes de riziculture sont très faibles. En Afrique, moyennement, on peut dire que la productivité, le rendement sont à peu près 2 tonnes à l'hectare. Quand le moyen dans le monde, c'est à peu près 4 tonnes à l'hectare. Ça veut dire qu'en général, on a un écart de 2 tonnes à l'hectare. C'est une grande perte. Et ça, c'est la principale raison, c'est parce que beaucoup de nos producteurs n'ont pas accès aux technologies performantes. Les bonnes technologies comme les variétés améliorées et aussi des fois même les systèmes d'utilisation des engrais efficaces et l'utilisation de l'eau au système d'irrigation. Donc à cause de tout ça là, les productivités souvent sont très faibles. Donc Africa Rice, avec nos partenaires, on est en train d'essayer de voir comment assurer que ces technologies performantes, on peut les mettre en œuvre et aussi à la disponibilité de surtout les producteurs. Et aussi voir comment on peut inviter beaucoup plus la participation des privés. Parce que la participation des privés, c'est très important pour essayer de faire une compte, voilà, comment ça s'appelle là, pour ajouter sur les efforts de l'État. Parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est à cause de ça, c'est important d'inviter les privés pour qu'ils puissent vraiment appuyer et assister l'État et avoir beaucoup plus d'investissement dans le secteur rizicole pour que la productivité puisse être beaucoup mieux améliorée et aussi mieux organisée aussi. Vous pourriez suivre l'intégralité de cet entretien très prochainement sur les antennes de Business 24. Plusieurs sociétés du secteur agricole sont présentes au Sahara pour dévoiler leurs innovations. Et oui, l'agriculture n'a pas d'avenir sans les équipements agricoles modernes. En Côte d'Ivoire, le leader ivoirien des fournitures industrielles, eh bien, c'est la société Sacri. Au-delà des équipements, c'est une offre d'accompagnement que Sacri met à la disposition du monde agricole et même de l'État de Côte d'Ivoire pour l'insertion des jeunes dans ce secteur. Je vous propose d'écouter Samake Oumar, responsable des ventes chez la société Sacri. Sacri est un acteur majeur du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Et Sacri exerce dans ce domaine-là depuis plus de 40 ans. Dirigé par M. Ajami Nabil, qui est le DG. Ce dirigeant porte en lui l'engagement d'accompagner le secteur agricole en Côte d'Ivoire par l'encadrement des acteurs de ce secteur-là et par la mise à disposition de ce secteur-là d'équipements modernisés pour la mécanisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire. On nous a toujours dit, depuis qu'on est enfant, que le succès de ce pays repose sur l'agriculture.
Mais une agriculture aujourd'hui qui n'est pas modernisée, qui n'est pas mécanisée, c'est une agriculture qui ne va pas fonctionner correctement avec une bonne vitesse. Et Sacri, aujourd'hui, propose la mécanisation à nos planteurs, la modernisation à nos utilisateurs dans les campagnes. Alors, une plantation, une exploitation agricole, elle a 3 cycles de fonctionnement, 3 niveaux de vie. On a le premier niveau qui est la préparation du sol à exploiter, la préparation du champ et de la machette, de la daba ou du ciseau pour creuser, nous passons à des équipements motorisés. Donc ce sont des équipements qui vont remplacer les équipements traditionnels qui sont dépassés et qui vont permettre aux planteurs de réduire la pénibilité du travail et d'augmenter la rentabilité de son champ. Donc quand le champ il est préparé par ces 3 machines-là, on va passer à la deuxième phase de la vie du champ, c'est-à-dire l'entretien des plants. Donc là aussi, on propose à l'agriculteur toute une chaîne de machines pour la mécanisation, la motorisation. Et on passe ensuite à la récolte. Aujourd'hui, on a des récolteuses de palmiers à huile. Au lieu de le faire manuellement, on a des récolteuses de palmiers à huile. Et ensuite, on a des récolteuses de café. Donc, les 3 cycles de vie d'une plantation s'accrient à des machines, toute une chaîne de machines qui peut participer à la motorisation de ces 3 étapes de la vie d'une plantation. Nous ne vendons pas seulement les machines, mais nous accompagnons en termes de conseil, en termes d'encadrement, le villageois. Donc ce villageois-là, quand il acquiert des machines ce Sacri, il va ressentir ça jusqu'à dans son quotidien. C'est-à-dire après la récolte, il verra une amélioration de sa condition de vie. Donc nous sommes les partenaires, pas seulement à la vente, mais nous sommes les partenaires du monde agricole. Nous sommes les partenaires de l'agriculteur. Et nous conseillons cet agriculteur-là afin qu'il atteigne ses objectifs. Agriculteurs de la Côte d'Ivoire, c'est le moment. Le temps est venu pour que nous tous, nous puissions passer à une agriculture modernisée. Aujourd'hui, le monde se modernise. L'agriculture en Côte d'Ivoire est le pilier de l'économie de notre pays. Nous vous invitons à Sacri. Venez, nous sommes à votre disposition. Nous allons vous accompagner, nous allons vous former et nous allons vous équiper. L'agriculture est porteuse d'emplois en Côte d'Ivoire. On dit qu'il n'y a pas de travail. Je vous dis que dans les champs, il y a du boulot. Dans les champs, il y a de l'argent. Mais il faut moderniser pour attirer notre jeunesse dans cette agriculture. Merci. Et vous retrouverez l'entretien complet sur nos antennes. On vous l'a dit, le Sahara, c'est plusieurs centaines de stands d'exposition au rang desquels l'Intercoton. Sur ce site, Issa Badini et Marius Siri ont tendu leur micro au premier responsable de la Fédération des producteurs de coton. Je suis M. Thio Tena. Je suis le responsable du centre de classement de la fibre de coton de Côte d'Ivoire basé à Boaké. Le centre de classement, c'est une sorte de guichet unique de qualité de la fibre de coton pour la Côte d'Ivoire. Je rappelle que dans chaque pays, il y a un seul centre de classement qui est chargé de faire l'analyse de la qualité de la fibre de coton. Et pour la Côte d'Ivoire, il est basé à Boaké. Dans le cadre de l'animation de son stand de Sahara 2023, Intercoton a initié des journées thématiques. Et le 1er octobre, dimanche 1er octobre, est réservé pour le Citracote, qui est le système de traçabilité des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, qui est une des cellules d'Intercoton liée à la cellule classement. C'est un des services d'Intercoton relié à la cellule classement. Et cette journée est partagée avec le centre de classement coton de Côte d'Ivoire. Nous faisons cet appel à toute la population de Côte d'Ivoire et de l'étranger présente en Côte d'Ivoire en ce moment de venir fréquenter, visiter le centre de classement, du moins le stand Intercoton demain, pour comprendre ce qu'on appelle le classement du coton. Généralement, quand on parle de classement du coton, on pense que c'est un rangement de coton dans des casiers ou bien dans des tiroirs. Ah non, mais il est question de regarder la fibre de coton, de déterminer la qualité et de faire un retour au producteur, à l'égreneur qui a produit cette fibre-là, pour qu'il ait la valeur intrinsèque de cette fibre et pouvoir fixer son prix et la vendre sur le marché international. Je suis Siloué Kassoum, le directeur général de la Fédération des unions des sociétés coopératives de la filière coton, FPCCI. Pour nous, ce salon est extrêmement important. Les enjeux, c'est que ce qu'il faut reconnaître, c'est que de plus en plus,
Au niveau de la filière coton, nous avons des défis à relever, surtout au niveau des sociétés coopératives. Nous pensons qu'à travers ce salon, nous allons pouvoir avoir des partenariats pour nous permettre de traiter toutes ces questions sur les innovations. Parce que de plus en plus, la culture du coton est une culture assez pénible. Et de plus en plus, il est important qu'on puisse véritablement avoir des innovations pour atténuer un peu cette pénibilité du travail. Donc ce salon qui traite surtout de ces questions des innovations va nous permettre aussi d'avoir des partenariats pour surtout regarder toutes sortes d'innovations qui vont permettre quand même à nos producteurs de pouvoir mieux produire avec une productivité plus élevée. Le Sahara 2023 bat son plein et l'une des informations du jour, c'est l'annonce de l'ouverture de la campagne Café Cacao 2023-2024. Nouvelle campagne, nouveau prix. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, les prix connaîtront une légère hausse. 1000 francs CFA pour le cacao contre 900 l'année dernière et 900 pour le café contre 750 l'année dernière. Retrouvons depuis le parc des expositions Issa Badini et Marissus Siri pour plus de précisions. 900 francs CFA pour le café contre 750 lors de la campagne précédente et 1000 francs CFA pour le cacao contre 900 jusqu'ici. Une hausse rendue possible selon le ministre Adjoumani grâce à un effort global de l'État de 324 milliards de francs CFA. Depuis plus de 10 ans, grâce à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a inspiré la mise en œuvre de la réforme de la filière, les planteurs ont régulièrement obtenu les meilleurs prix pour le cacao. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Car c'est aussi grâce à lui que nous avons mis en place l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, qui nous permet, ensemble, de peser sur le marché et de défendre au mieux l'intérêt de nos producteurs. Suite à l'annonce du prix d'achat du café cacao, plusieurs acteurs du secteur se sont prononcés au micro de nos reporters. Nous sommes très satisfaits par l'annonce de ces prix. Comme toutes les années, le président de la République fait un gros effort pour les producteurs. Ce qui reste pour nous, en tant que responsables d'organisation, c'est de faire en sorte que ces prix soient appliqués sur le terrain et que les producteurs bénéficient et jugent réellement de ces prix. Une bonne appréciation. Vous savez, nous étions à 900. Si aujourd'hui nous sommes à 1000 francs, peut-être que jusqu'à demain nous serons à plus que ça. Nous attendons mieux, mais nous allons faire avec ce qui est là. On a voulu avoir plus, mais on a été content de ce qu'on nous a donné. Comme je l'ai dit, tout bon producteur travaille pour avoir plus. Je tiens à dire merci à le président de la République, M. Alassane Ouattara, d'avoir toujours donné bon prix à les producteurs qui sont vraiment en brousse, qui souffrent. Ce n'est pas ce qu'on attendait. Vu que le marché mondial, nous on a vu que le marché il était beaucoup élevé, parce qu'aujourd'hui, rien n'est caché. Donc le marché était beaucoup élevé. J'espère que le président, même là, il dit que vraiment, il allait bien faire pour que les planteurs soient bien rémunérés. Bon, ils avaient prévu pour dire qu'on va avoir 60% sur le prix du marché mondial. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, ce n'est pas les 60%. Bon, peut-être qu'ils ont fait un calcul qui va certainement peut-être faire autre chose, nous on ne sait pas. Mais ce prix, vraiment, les planteurs, ils attendaient plus que ça réellement. Ils sont des centaines, ces participants au Sahara 2023 pour présenter leurs produits et services à un public de professionnels, mais aussi des curieux. Au micro de Enis Bogou, nous avons relevé pour vous quelques attentes. Alors, vous êtes venu au Sahara 2023, quelles sont vos attentes? Alors, mes attentes par rapport au Sahara, c'est simplement de faire connaître ma marque, de faire connaître mes produits et également de trouver des partenaires dans la sous-région et pourquoi pas dans le monde entier, dans d'autres continents, et également de faire connaître nos produits auprès de notre cible. Certaines personnes ont déjà eu à entendre parler de CARE. Il y a un bon nombre de personnes qui ne savent pas un peu ce qu'on fait. Donc ces journées portes ouvertes, c'est déjà nous permettre de nous mieux faire découvrir au grand public, mais aussi de pouvoir assurer la mobilisation des ressources pour nos partenaires. Nous faisons un travail, nous prolongeons le bras de l'État dans le milieu rural
en plein cœur de la forêt au niveau de nos plantations agricoles et très souvent on a besoin d'avoir de l'appui extérieur vu que CARE c'est une ONG, d'avoir de l'appui pour continuer à faire notre travail de justice sociale et pour qu'on ait un monde d'espoir ici en Côte d'Ivoire. Nos attentes principalement, c'est de pouvoir partager avec les visiteurs nos initiatives et surtout l'histoire qu'il y a derrière nos produits. Chaque produit a son histoire, notamment justement le café, parce que ce café-là, il est produit ici, il est cultivé depuis la cerise, depuis le champ jusqu'à la tasse. C'est pouvoir partager avec nos visiteurs cette histoire-là. Nous sommes ici au Sahara et nous remercions vraiment nos ministères de tutelle, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Femme, le ministère du Commerce et d'Industrie qui nous offre cette lucarne-là avec la direction de l'autonomisation de la femme, de pouvoir venir exposer au Sahara pour une grande visibilité de ce que nous faisons en Côte d'Ivoire ici pour le bien-être et la santé de la population et aussi montrer à toute la population que les femmes ivoiriennes sont debout à travers un réseau qu'on appelle le RED PASSI, le réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire pour sortir la femme de la pauvreté. Et nous refermons ce journal que nous avons pris plaisir à vous proposer. Merci de votre attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information économique.